Au-delà du cercle polaire commencent les banquises. Même pour ce nageur infatigable, elles constituent un obstacle. La glace l'oblige à se rabattre sur les plus faibles des pinnipèdes, sur les phoques. Elle lui dérobe les autres. Les morses et leur défense d'ivoire lancent un éternel défi. Difficile de surprendre les poids lourds de la banquise. Ils mènent une double vie. S'ils remontent pour s'assoupir de longues heures en surface, ils passent une bonne partie de leur existence sous la glace. Pour la première fois, des caméras vont tenter de plonger avec eux. Dans l'eau, le morse est redoutable. Il éventre un ours polaire aussi facilement qu'il retourne un kayak. Le cercle polaire passe 250 km plus au sud. Le village d'Igloolik, sur la péninsule de Melville, constitue l'une des pointes extrêmes de la présence humaine des territoires du nord-ouest du Canada, au-dessus de la baie d'Hudson. Voici 5 ans que chaque printemps, Adam et Sarah Ravech gagnent Igloolik. Pour les cinéastes, c'est le passage obligé. Les Inuits, traditionnels chasseurs de morses, savent comment les trouver dans le labyrinthe des banquises. À Igloolik, après le long hiver polaire, chacun à sa façon célèbre le retour des beaux jours. Simon Canuck respecte la coutume des chasseurs inuits. Comme ses ancêtres, il attelle sa meute à l'ancienne, avec des harnais découpés dans la peau même des morses. Canuck sait écouter les vents. Ils lui disent le lieu secret où le chasseur doit se rendre pour rencontrer les morses. L'excitation gagne les chiens. Les harnais leur font miroiter la promesse d'un festin de viande fraîche, la part que Simon d'habitude leur octroie. Mais aujourd'hui, une chasse bien particulière se prépare, avec pour toute arme 2 caméras 16 mm, plus une caméra sous-marine. Direction les eaux libres de l'Arctique. En cette saison, il faut une bonne trentaine de kilomètres pour les atteindre. Aussi épaisse soit-elle, la banquise n'est solide qu'en apparence. Elle est travaillée en profondeur par les courants, les oscillations des marées. Le retour des beaux jours y ouvre de nouvelles crevasses, souvent invisibles sous la mince couche de neige soufflée par les blizzards. Pour les éviter, il faut le flair des chiens, ou savoir, comme Canuck, déceler les failles invisibles, les pièges, où risquent de tomber tous ensemble les hommes et leurs attelages. L'expédition suit les traces des générations d'Inuits qui ont parcouru cette même banquise en quête de ces morses indispensables à leur survie. La colonie repérée, les chasseurs devaient jouer de l'effet de surprise avant que leur proie n'ait eu le temps de se réfugier dans la mer.
Les hommes s'inspiraient de la stratégie de l'ours. Ils profitaient de la courte période où les femelles viennent mettre bas sur la terre ferme. Les plus téméraires osaient se risquer sur leur léger kayak, affrontant avec un simple harpon une masse de plus d'une tonne. Adam Ravetch a toute raison d'être soucieux. Simon Canouk lui a raconté comment un homme tombé à la mer doit fuir coûte que coûte. Si le morse rattrape l'homme, il l'entraîne au fond des eaux, là où les morses retiennent prisonniers les esprits des mauvais chasseurs. Adam et Sarah le savent. En approchant les morses, ils se rapprochent des mystères de l'Arctique et de ces peurs qui hantaient la nuit des chasseurs. Pour les chiens, le voyage s'arrête là. Les morses sont plus loin, au large, accompagnant la débâcle de la banquise. Ils vivent sur ses bords, reculant avec elle au fur et à mesure que les eaux libres grignotent le front des glaces. Le bruit du hors-bord a semé le trouble parmi ces jeunes mâles. Ils manifestent leur colère en redressant la tête, attitude dissuasive. En mettant ainsi leur défense en avant, les morses cherchent à intimider les importuns. C'est leur façon de montrer les dents. Pour repérer le reste de la colonie, il a fallu prendre de la hauteur. Dissimulés par l'enchevêtrement des banquises, plus de 200 tonnes de graisse, 200 morses, se prélassent au loin sur un glaçon. Blottis les uns contre les autres, ils se maintiennent au chaud, savourant ensemble la douceur toute relative du printemps polaire. Chaque fois, la présence du bateau précipite dans l'eau une partie de la troupe. Mais la caméra, tenue à distance, les morses peu à peu oublient les intrus. Leurs moustaches, les vibrisses, cessent de se hérisser, signe de mauvaise humeur. Et le cours de leur jour reprend, rythmé par ces longues siestes qui bercent l'essentiel de leur vie subaquatique. En posant la tête sur leurs congénères, les plus forts, les plus gros, affirment leur domination. Cet empilage de chair répond à une hiérarchie bien précise. Au milieu du groupe, les places les plus convoitées, les mieux protégées du froid et du vent. Privilège des plus gros, des plus forts, ces places font l'objet d'affrontements permanents. Femelles et nouveau-nés se tiennent, eux, à la périphérie. En cas de danger, la mère et son petit peuvent ainsi se réfugier immédiatement dans l'eau. Moins d'une semaine et déjà 20 kilos. La finesse de sa peau lui permet de communiquer avec sa mère par signaux tactiles, tout en profitant de la chaleur maternelle. Leur intimité se prolongera à 2 années. Qui va à la pêche perd sa place. Pour retrouver la sienne, le vieux morse va une fois de plus devoir en imposer aux jeunes mâles qui prétendaient occuper son territoire. Ces conflits de génération alimentent la chronique quotidienne des colonies, l'arrachant très provisoirement aux délices de cette léthargie qu'ils retrouveront sitôt l'incident clos. Quelques coups de défense pour impressionner l'adversaire et tout rentrera dans l'ordre. Les morses évitent de se blesser.
Leur sagesse, a appris Adam Ravech, n'a rien à envier à celle des humains. Selon les Inuits, les morses sont en fait bel et bien des êtres humains, et les chasseurs se doivent de leur témoigner de la déférence. Si l'homme se montre poli, le morse offre l'ivoire de ses défenses, la graisse de sa chair, le cuir de sa peau. Mais si l'homme lui manque d'égard, le pire peut arriver. Adam le sait, plonger avec eux, c'est respecter le protocole de l'Arctique qui exige de se maintenir d'abord à distance. Avant de plonger au milieu des glaces mouvantes, Adam tient à vérifier une dernière fois, loin de tout danger, le parfait fonctionnement de son matériel. Le trou a très certainement été creusé par un morse pour venir respirer en surface. Il communique avec la face cachée de la banquise, celle où se tient Sedna, la divinité de la mer. Selon les Inuits, elle commande aux phoques et aux morses. C'est elle qui leur ordonnerait de remonter de temps à autre pour venir calmer la faim des hommes. Elle a beaucoup à faire, son domaine est immense. Sous les banquises, Sedna règne sur une infinité de créatures mystérieuses. Le requin dormeur sommeille le plus souvent par 200-400 mètres de fond. Même réveillé, il semble poursuivre ses rêves. Sa chasse se limite le plus souvent à la recherche de dépouilles flottant entre deux eaux. Charognard à l'ordinaire, parfois ses instincts carnassiers se réveillent. Malheur au phoque sur qui il tombe, ce géant de 7 mètres n'en fait qu'une bouchée. Après l'obscurité de la nuit polaire, le renouveau de la lumière suscite la floraison de ces étranges algues sous-marines. À partir d'elles, la chaîne alimentaire se reconstitue. Le plancton les dévore pour se multiplier en essaims. Dispersés par les courants, ces nuages fertiles viendront ensuite nourrir les plus petits poissons, qui, à leur tour, serviront de pâture aux espèces supérieures. Avec les jours qui s'allongent, la profusion de lumière accélère la multiplication du plancton. Tout bénéfice pour les clams. Ces coquillages filtrent l'eau et retiennent les micro-organismes riches en protéines. Ici, ils prolifèrent par dizaines, par centaines de mille. Pour le morse, c'est table ouverte en permanence. Il lui suffira de plonger pour ingurgiter sa ration quotidienne de 3 à 6 000 coquillages. Les morses sont les seuls à exploiter ce filon. Les autres espèces, c'est le cas des phoques, dépendent d'un seul et même poisson, la morue. Elle est le maillon clé du reste de la chaîne alimentaire. L'hiver, l'épaisseur des banquises les isole de la plupart de leurs prédateurs. Mais avec le dégel qui gagne, tout bascule. Changement d'horizon. Le tohu-bohu du printemps finit par libérer toutes les forces retenues par le froid. Après des mois de sommeil, l'Arctique se remet en mouvement. Avec les glaces qui s'entrechoquent, le mois de juin ouvre de nouvelles perspectives. Une nouvelle vie commence.
Période faste. Les morses s'en donnent à cœur joie. En les emportant ailleurs, la dérive des glaces met à portée de leur voracité des gisements intacts de coquillages. La faim au ventre, le roi de la banquise poursuit sans jamais s'arrêter l'exploration de son royaume. Dans les eaux qui le baignent commence la haute saison des effusions. Pour les licornes des mers, pour les narvals, c'est le mois de l'amour fou. Ils se défient en jouant de l'ivoire de cette unique longue dent. Les vertus aphrodisiaques de cette corne mythique permettraient de séduire toutes les belles. Le rostre d'ivoire est l'appendice des seuls mâles. Les pouvoirs magiques qu'on lui prêtait leur ont valu d'être victimes d'une chasse intensive qui a failli entraîner l'extinction de l'espèce. La chasse interdite, leur population est maintenant stabilisée à quelques 20 000 individus. Sans craindre de trahir leur présence, ils ont repris leur bavardage. Ces sifflements modulés par leur respiration, ces clics, ces signaux électriques à haute fréquence émis pour sonder les profondeurs et guider leurs compagnes dans leur palais de glace. Pour se nourrir, il suffit de se laisser porter. Les courants conduisent vers les bancs de morues. Ailleurs, les pêches ont épuisé les stocks. Ici, ils restent inaccessibles et les morues prolifèrent comme jamais. Avec les narvals, ce sont tous les cétacés, les phoques, les oiseaux qui en tirent profit, prélevant bon an mal an 120 000 tonnes. C'est l'offrande des eaux à tout ce qui vit en elles. L'été, une partie des villageois quitte Igloolik pour monter un village de toile au bord de mer. Adam Ravetch y a installé sa base opérationnelle. C'est l'occasion de découvrir ce savoir dont quelques anciens restent les dépositaires. Rares ceux qui possèdent ainsi le tour de main pour découper les filets d'omble chevalier et les faire sécher au vent. Les kayaks comme les oumiaks, les grandes embarcations revêtues de peau de morse, ont cédé la place aux vedettes payées à crédit grâce aux subventions. Le hors-bord a détrôné les pagaies et les harpons sont devenus des jeux d'enfants. Pour filmer les morses, Adam a emmené de Californie une cage qui a déjà servi pour filmer les requins. Mais une fois monté, problème. Un problème de taille se pose. Pour les Inuits, c'est évident. L'espace entre les barreaux est bien trop large pour empêcher les morses de glisser leur tête à l'intérieur. La cage n'assurera aux plongeurs qu'une demi-sécurité. Que faire? En préparer une seconde prendrait plusieurs jours. Ce retard risque de nuire au tournage. Si la fenêtre météo pour l'instant est bonne, dans l'Arctique, elle peut se refermer en quelques heures. Pour Adam, c'est clair, il faut y aller avec le matériel tel quel. Les 150 chevaux des deux moteurs hors-bord peinent dans l'enchevêtrement des glaces. Parfois, leur étreinte se relâche ouvrant de véritables avenues. Illusion. Ce sont des impasses dont il faut se retirer au plus vite, au risque d'être pris au piège des glaces qui se referment. L'équipe revit la difficile avancée des expéditions du Grand Nord,
quand les équipages devaient mettre pied sur la banquise pour dégager les embarcations de l'étreinte des glaces. Adam Ravetch est sur le point de renoncer quand, au milieu des plaques de glace, s'ouvre soudainement une polynie, une sorte de grand lac où les eaux sont libres. L'Arctique y réserve l'une de ses surprises, une baleine boréale et son petit. La diète prolongée de l'hiver les ont amaigris. La prolifération du plancton permet de se refaire une santé. Les Inuits attendaient qu'elle ait retrouvé tout son poids, 40 tonnes, pour la harponner en enduisant de poison la flèche taillée dans une défense de morse. Si la chasse industrielle est désormais interdite, leurs effectifs continuent de chuter. 2000 baleines recensées en 1981 dans l'Arctique, elles seraient maintenant 600. La mer et son baleineau ont disparu sous les glaces. Adam veut les retrouver, mais comment s'y prendre? Les anciens Inuits préparaient leur harpon en sachant exactement où la baleine réapparaissait. Le cinéaste en est réduit, lui, à jouer l'histoire du petit homme qui court après une grosse baleine. La mer, la première à regagner la surface, réussit en une seule respiration à chasser 2000 litres d'air de ses poumons et à en aspirer de quoi rester 40 minutes en immersion. Pour l'heure, fini de faire le spectacle, fini de faire courir les hommes. Baleines et baleineaux tirent leur révérence pour regagner l'intimité des grands fonds. En brisant les banquises, les vents et les courants ont dispersé les colonies en sous-groupes d'une dizaine d'individus, autant que peuvent en supporter dorénavant les derniers glaçons. La place y est chère, accentuant les éternels conflits territoriaux. Avec l'espace qui se rapetisse, c'est plus que jamais chacun pour soi, avec bien évidemment priorité aux poids lourds. Faute de place, les femelles font glaçons à part pour se regrouper avec leurs petits. Ces crèches glaçons assurent leur sécurité. Elles peuvent y allaiter leur progéniture sans risquer de la retrouver écrasée sous le poids d'un géniteur distrait. Chaque passage de la vedette suscite un sauve-qui-peut général. Les hommes sont avec les ours leur seul prédateur, le seul danger qu'ils redoutent. S'ils le fuient en se réfugiant dans la mer, les eaux ne sont qu'un asile provisoire. Les petits doivent revenir souvent respirer en surface. Moment fatidique attendu par les hommes et leurs harpons. La mère protège son petit en prenant soin de s'intercaler entre le danger et lui. Avec son corps, elle tente de faire écran.
La curiosité a pris le dessus. Balayant toute crainte, les mâles se sont rapprochés du bateau pour observer la mise à l'eau de la cage à requins. Ce moment tant espéré, l'équipe attendra pour le savourer le retour de la cage sur le pont. Pour l'instant, la prudence commande. La plongée sera limitée à moins de 5 mètres. Si les morses s'attaquent, Adam sera remonté d'urgence en s'épargnant les risques d'une décompression trop rapide. Si lourds d'eau sur la terre ferme, dans l'eau, ils empruntent leur grâce à une très ancienne jeune femme. Comme elle avait épousé son chien, son père, pour la noyer, l'emporta dans son kayak. Comme elle s'accrochait au bord, il lui coupa les doigts. De son pouce devaient naître les morses. Si Adam Ravetch a réussi aujourd'hui à approcher leur intimité, il veut en savoir plus. La tranquillité des morses l'inciterait bien à ouvrir sa cage. Avec les lunes montantes de juin, la débâcle devient générale. Même les ours, entre un bloc de glace et un fragment de banquise, sont obligés de nager sur des distances considérables. Pour les morses commence alors la grande migration saisonnière. Leurs glaçons réduits à rien, ils s'apprêtent à retrouver les rivages de leur villégiature estivale. À la tête de chaque groupe, un vieux mâle donne le cap. Ils nageront ainsi 3-4 jours de suite. Vitesse de croisière, 7 km/h. En une journée, ils parcourent 200 km. Quand les jeunes fatigués commencent à décrocher, les mères les soulagent en les prenant sur le dos. Génération après génération, ils se dirigent ainsi sans se tromper exactement vers les mêmes sites. Après 4 jours de traversée, la grève promise est enfin en vue. Aussi familiers soient ces rochers, la troupe hésite avant d'accoster. Se grandissant aussi haut que possible au-dessus des flots, ils inspectent le rivage. Il convient de s'assurer que la voie est libre. Prudence de rigueur, la terre ferme est le domaine de prédilection des ours. Certes, 4 fois plus gros, les morses affichent la supériorité écrasante de leur poids. Mais ici, ils débarquent sur le terrain de leur plus terrible ennemi, l'homme excepté.
Les mâles dominants montrent l'exemple, imités illico par leurs congénères. Pour se mouvoir, une fois leurs antérieurs posés sur le sol, ils ramènent leurs postérieurs vers l'avant. Bref, aussi lente soit leur progression, véritablement ils galopent. Ils galopent ventre à terre, ce qui les freine quelque peu. Pendant 6 semaines, ces rochers seront le théâtre de leurs entreprises de séduction, de leurs amours. Mais dans l'immédiat, après les efforts d'une si longue traversée, il convient en premier de renouer avec les délices de la sieste. Adam et Sarah Ravetch ont décidé de monter leur campement à 10 minutes de Lens. Ils préservent ainsi l'intimité des morses tout en leur rendant visite chaque jour. Leur départ permet au renard arctique d'exercer lui aussi sa curiosité. Les tentes sont le but de ces incursions répétées. À travers leurs visites quotidiennes, les cinéastes espèrent se faire définitivement accepter des pinnipèdes et réussir à filmer des épisodes de leur vie sur lesquels bien des scientifiques se sont interrogés. Plus 8 degrés aujourd'hui. L'été arctique tient pour eux de la canicule. Les esprits s'échauffent et les rivages répercutent leurs grognements hargneux. À leur manière, ils s'énervent pour retrouver ensuite leur éternelle apathie. Avec la chaleur qui grimpe, le ton monte d'un cran. Les affrontements se concluent par des blessures profondes dont ils garderont les cicatrices à jamais. En cette période, les plus jeunes éprouvent l'irrépressible envie de se gratter. Ils muent. En se frottant les uns aux autres, ou contre les rochers, ils s'arrachent les dernières touffes de leur ancienne pilosité pour recevoir leur nouvelle fourrure. Exercice dont se passent les doyens du groupe. Le pouvoir isolant des 5 cm de leur couche de graisse suffit, même par grand froid. Il vaut toutes les fourrures. Il combine le bain avec une régulation thermique parfaitement contrôlée. S'il a chaud, le morse dirige son sang vers la périphérie, vers la peau. Là, proche de l'eau, il se rafraîchit. S'il a froid, tout à l'opposé, il garde sa chaleur pour lui. Il déconnecte la partie de son système sanguin irriguant la peau. Elle devient blanche. La graisse jouant alors le rôle d'isolant. Température externe 0 degré, mais 36,5 degrés à 4 cm de profondeur. Ce sont les doyens de la colonie. Les nodosités, les gros boutons de leur peau, comme l'état de leur défense, disent leur grand âge. Ils les perdent parfois en les plantant dans la glace à la manière d'un piolet pour se sortir de l'eau. Leur mauvais état constitue un handicap provisoire. Les défenses sont des canines à croissance continue. Elles repoussent aussi longtemps qu'ils vivent. Chez les nouveau-nés, les défenses commencent à pointer à 3 mois. Elles grandiront de 5 cm par an pour atteindre autour de leur 5e année les 35 cm des adultes. Leur ivoire, plus dense que celui des éléphants, est aussi plus solide.
Les Inuits s'en servaient pour fabriquer les patins de leurs traîneaux et les flèches de ces harpons, si efficaces pour chasser le morse. L'ours blanc se contente en général de proies faciles comme les phoques. Mais quand la faim le tenaille, il n'écoute que son ventre. Dans l'eau, face au morse, il part archi-battu. Sa seule vraie chance de l'emporter, surprendre l'adversaire sur la terre ferme. Mais les morses, même assoupis, ne sommeillent que d'un œil. Aussi myope soit-il, la menace perçue par quelques individus est immédiatement répercutée à tout le groupe. Les femelles et les enfants d'abord. Plus proches de l'eau, ils sont les premiers à plonger. Derniers à pouvoir la gagner, les gros mâles dominants tout au centre de la colonie. Ils paieront peut-être de leur vie la position désavantageuse que leur vaut aujourd'hui leur statut social. Il peut bien s'obstiner, rien à faire. Il est repéré et ses proies lui filent sous le nez. Faute d'un adulte, un morse nouveau-né compenserait son échec. Mais les femelles ont pris le large avec leurs rejetons sur le dos. Et de ce rocher à fleur d'eau, elle le voit venir. Devant lui, des rochers déserts. Pour aujourd'hui, échec sur toute la ligne. La chasse est terminée. Pour aujourd'hui seulement. Les nouveau-nés ont le prix de leur rareté. Les femelles mettent bas tous les 2 ans, voire 3-4 ans pour les plus âgés. Pas question d'abandonner une denrée si exceptionnelle aux appétits du premier venu. Résultat de son intrusion, ils ont tous décampé pour gagner de nouveaux horizons à 4 heures de nage, une trentaine de kilomètres. L'équipe d'Adam et de Sarah les y ont suivis. Entre-temps, bonne surprise, ils ont reçu le matériel sous-marin qu'ils désespéraient de recevoir, une caméra vidéo très spéciale. Adam s'est fait une raison. Les Inuits l'ont convaincu du danger de plonger sans cage au milieu des morses. Cette caméra télécommandée le remplacera. C'est du robuste. Elle sert à inspecter les installations pétrolières offshore. Adam prévoit de la faire descendre jusqu'à 100 mètres de fond, au-delà de la limite où les morses font le plein de coquillages. L'intrusion de la caméra excite leur curiosité. Leur vision obscurcie par l'eau trouble, les morses explorent l'objet avec les poils tactiles de leurs moustaches, les vibrisses. Dans l'obscurité la plus complète, les informations captées par ces centaines de poils donnent une représentation précise du milieu. C'est ainsi qu'ils réussissent à détecter les coquillages dissimulés dans la pénombre des profondeurs. On a longtemps imaginé qu'ils se servaient de leur défense pour déterrer les clams. Ces images, les toutes premières du genre, montrent comment ils patrouillent en frottant leurs vibrisses sur le fond pour détecter la présence des coquillages.
Les coquillages repérés, les morses plongeront sans discontinuer jusqu'à ce qu'ils les aient tous avalés. Leurs caractéristiques physiologiques autorisent des plongées en apnée record. Le sang du morse, à volume égal, capte 3 fois plus d'oxygène que celui de l'homme. De plus, sous l'eau, les morses réduisent de 90% le flux sanguin qui parcourt leurs viscères. En économisant ainsi leur oxygène, ils réussissent à séjourner 40 minutes par 80 mètres de fond sans reprendre leur souffle. La caméra soudainement fait des siennes. Elle a perdu toute stabilité. Il faut la remonter. Les attaques répétées des morses ont eu raison du caisson de protection. L'expédition se voit obligée d'en revenir aux techniques conventionnelles. Avec septembre, un frisson nouveau parcourt l'Arctique. Au loin, les banquises sont en train de se reformer. L'ours s'y précipite pour un dernier festin avant la disette de l'hiver. Les puissantes marées d'équinoxe ont donné le signal du départ. Les rochers aux morses ont été abandonnés. Ses occupants ont pris le large, nageant tous ensemble vers leur quartier d'hiver. Seuls 2 d'entre eux sont restés. Mais ces morses-là ne seraient pas tout à fait des morses. Ces 2-là, même leurs congénères les fuient. Leur présence peuple les cauchemars de l'Arctique. Ils ne se contentent pas, eux, de fruits de mer, ils leur préfèrent la chair fraîche. On peut les reconnaître à leur peau, gonflée par la graisse de leurs victimes, et aussi à ces défenses jaunies pour avoir tant et tant éventré de viscères. Ces sujets perdus ont été abandonnés de leur mère. Orphelins, ils ignorent comment faire avec les coquillages et se rabattent sur les phoques. Et parfois, c'est du moins ce qu'on raconte aux enfants d'Igloolik, parfois, ils mangent les humains. La dernière chasse aura été la plus belle, avec des caribous vraiment en abondance. Cet automne, il y aura de la viande pour tous et Adam et Sarah sont invités à la partager. Pas question de mêler dans un même repas poisson, viande de caribou, de phoque ou de morse. À chaque saison, son espèce. Il y a celle des créatures de la mer, celle des créatures de la terre. Mélanger les deux, c'est rompre avec l'agencement de l'univers. C'est mélanger les esprits des saisons et risquer de voir les blizzards, les tempêtes se déchaîner. Voici peu, on refusait même à Igloolik, pour cause d'incompatibilité, de cuire le caribou sur les lampes à huile de phoque. Il faut toujours attendre la fin de la saison du caribou, la fin du repas, pour ouvrir la chasse aux morses. C'est pour tout de suite. Adam et Sarah, souvent invités, ont reçu cette fois l'autorisation d'emmener leur caméra. La chasse est interdite dans l'ensemble de l'Arctique depuis 1956. Seuls les peuples riverains, et pour leur seul usage, ont le droit de la pratiquer. Une fois sur 2, elle se conclut par la perte de la prise qui, blessée, coule à pic. Cette outre, en peau de phoque, est censée la maintenir entre 2 os. Simon Canouk, le plus ancien chasseur du village, se souvient des années 50 quand il partait à bord de l'Oumiac de son père. La simple épaisseur d'une peau les séparait des défenses du morse. La chasse alors était vraiment périlleuse. Maintenant, selon Canouk, il suffit de les repérer, puis de bien les approcher.
La chasse terminée, tout reste à faire. On ne débite pas impunément une créature qui s'est offerte ainsi aux chasseurs. On se doit d'employer toute sa délicatesse à la découper. Gaspiller une telle dépouille serait une faute grave. La moindre partie du morse doit trouver usage. C'est l'une des manières qu'ont les hommes de l'honorer. Parce qu'ils mangeaient la viande telle qu'elle, les Indiens leur avaient attribué le qualificatif méprisant d'Esquimaux. Traduction, les mangeurs de viande crue. Eux, ils préfèrent s'appeler les Inuits, tout simplement les êtres. Le cuir fournissait les courroies. L'os pénien servait de masse pour assommer les phoques. Avec le péritoine translucide, ils faisaient des blouses ou des carreaux pour les fenêtres. Le reste était abandonné aux chiens, ou parfois permettait de se concilier les faveurs de l'autre seigneur de la banquise. Par l'intermédiaire des hommes, il a enfin obtenu sa revanche. Aux quatre horizons de l'Arctique depuis des millénaires, il poursuit sa quête d'une proie souvent insaisissable. L'ours demain saura gré aux hommes de leur générosité. À son tour, il se postera sur la trajectoire de leurs flèches, de leurs harpons, pour offrir tout ce qu'il a. Pour ce qui est des morses tués, leur vie ne s'arrête pas là. Ils sont vivants et même bien vivants. C'est un secret que les Inuits et les Morses partagent entre eux. En le dépeçant, les Inuits veillent à conserver sa colonne vertébrale telle qu'elle. Démanteler le squelette serait un véritable crime. Le Morse en a besoin pour rentrer chez lui et revêtir l'habit neuf qui lui permettra, une fois bien dans sa nouvelle peau, de reprendre sa vie de Morse. Les chasseurs venus d'ailleurs ignoraient qu'il fallait ainsi préserver le squelette du Morse. C'est pour cela qu'autrefois, paraît-il, tant de Morses ont disparu. Mais on peut l'espérer, cette histoire récente est déjà de l'histoire ancienne. Entre les hommes et les Morses, l'heure serait à nouveau à la réconciliation.